Donc, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous nous entendez bien, puisque j'ai vu qu'effectivement, vous aviez une petite interrogation sur on ne nous entendait pas. Donc, je suis Thierry Couvert-Leroy, je suis délégué national à enfants et familles. Je suis vraiment ravi de vous accueillir pour cette troisième session de ce cycle parentalité. Donc, pour reprendre avec vous le chemin que nous avons construit, nous avons commencé en ce premier cycle sur qu'est-ce qu'être finalement parent en 2021. On s'est retrouvé en juillet sur la question de la précarité ou les impacts de ce facteur de vulnérabilité sur les fonctions parentales. Et aujourd'hui, nous avions à cœur d'aborder la question de l'isolement et de l'impact de l'isolement sur la parentalité. Alors, on sait que le parcours des parents est jalonné de moments de doute, de remise en question. Tout un chacun peut se sentir isolé et submergé par la responsabilité qu'implique le fait d'être parent. Le confinement a d'ailleurs mis les parents à rude épreuve. Il a parfois mis en difficulté ceux qui n'avaient jamais éprouvé jusqu'alors ce sentiment et justement d'isolement par le fait que l'on a imposé à tous finalement de rester confinés, de rester enfermés pendant plusieurs semaines dans son seul et unique espace de vie. Et puis, il a mis aussi ce confinement en exergue la fragilité de ceux qui, en plus de la difficulté inhérente d'être parents, connaissent d'autres vulnérabilités, celle d'être de jeunes parents, que les familles monoparentales, celles qui n'ont aucun soutien familial ou de soutien amical, celles qui sont d'origines étrangères et qui ne maîtrisent pas la langue française, ou nos normes et nos codes sociaux. Donc, si tout le monde peut être confronté à l'épuisement parental, à cette peur de mal faire, la difficulté est encore plus grande justement pour ceux qui sont touchés par cette notion d'isolement. L'isolement peut être à la fois la conséquence d'une situation de fragilité, le handicap, la maladie, la perte d'emploi, et il peut être aussi un facteur aggravant de vulnérabilité, comme j'ai pu l'évoquer précédemment, que ce soit des situations de précarité ou des situations de fragilité psychologique. Donc, je vous parlais tout à l'heure aussi justement de la réalité des familles monoparentales qui aujourd'hui, en tout cas en France, représentent une famille sur 5. Sur la question de la pauvreté, vous rappelez aussi que le taux de pauvreté des enfants vivant avec un seul parent est parfois 3 fois plus important que celui des enfants vivant dans d'autres configurations familiales et que dans les 20% qui sont les familles monoparentales considérées comme pauvres, seulement 7% des familles sont non monoparentales. Donc, on va se poser aujourd'hui vraiment cette question de l'accompagnement des familles et des parents isolés et quelles sont les réponses qu'on peut leur proposer. Alors, nous avons vraiment, en tout cas pour moi, je pense, une chance assez exceptionnelle de pouvoir accueillir Isabelle Roskam. Isabelle Roskam, bonjour. Vous êtes docteur en sciences psychologiques, professeur en psychologie du développement à l'Université de Louvain, en Belgique. Vous êtes responsable de consultations psychologiques spécialisées en parentalité. Vous dirigez des études sur le développement de l'enfant et sur la parentalité et surtout, pour nous, un programme de recherche intitulé Des parents, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, qui étudie la nature, les causes et les conséquences du burn-out parental. Vous êtes également directrice de l'IIBP, un consortium de recherche international sur le burn-out parental qui rassemble aujourd'hui 40 pays. Je ne sais pas si d'autres le diraient comme ça, je vais me permettre de le dire comme ça. Je pense que quand même vous êtes la spécialiste francophone de cette question. Et c'est pour ça que je suis vraiment très, très heureux de vous accueillir dans ce webinaire. Donc aujourd'hui, on reconnaît le phénomène d'épuisement parental comme une pathologie et vous allez nous aider à mieux comprendre les causes, les symptômes, les conséquences dans, j'allais dire peut-être, pourtant nous sommes tout proches, mais j'allais dire
des différences entre nos deux pays qui, je crois en tout cas sur ces questions, sont encore assez importantes. Alors, pour introduire mes propos, je crois, alors on va essayer, j'espère que ça va fonctionner. On voulait introduire ces propos à partir de podcasts que nous avons construits avec Louis Média et où une maman va nous parler effectivement de son épuisement. Alors, place à la Mais technique. là, je m'emporte. Je monte très vite au créneau, alors que d'habitude, voilà, avant l'arrivée de Swad, Abel, je lui parlais normalement. Je dis pas que je sais jamais le ton, parce que des fois, je sais le ton, c'est pas ça. Mais là, je sens en moi une forme de violence qui monte, quoi, et que j'arrive pas à retenir. C'est pas du tout dans ma personnalité. Enfin, même au travail, par exemple, c'est hyper rare que je crie. Si je crie, c'est que vraiment, je suis dépassée. Donc voilà, Abel, j'ai rarement crié quand il était tout seul. Et ouais, ça m'étonne vraiment de moi, quoi. Et c'est hyper difficile à vivre de se découvrir de la violence qui est là, sûrement, depuis un moment, ou qui arrive avec, je pense, beaucoup de fatigue. Je suis hyper étonnée de moi-même. Je rentre moi-même dans un cercle vicieux où je ne sais pas comment m'arrêter, j'arrive même pas à me contrôler, quoi. Je m'en veux parce que j'ai pas du tout envie d'être une maman qui hurle sur ses enfants. Mais Donc voilà, vous voulez partager ou commencer avec, je ne sais pas si je peux dire, en tout cas ce témoignage, ce vécu. Isabelle Roskam, est-ce que du coup, vous pouvez nous dire justement quels sont les symptômes ou en tout cas, comment on peut repérer, comment ça se traduit réellement cette question d'épuisement ou de burn-out parental? Alors, d'abord, bonjour à tous et merci pour votre accueil. Alors, le burn-out parental, c'est pas juste de l'épuisement. En fait, l'épuisement, je pense qu'en tant que parent, et ouais, peut-être aussi, vous avez bien décrit qui je suis, mais je pense que c'est important que les gens sachent, j'ai 5 enfants. Et donc, je me sens très concernée, en fait, et très empathique vis-à-vis des gens qui éprouvent de l'épuisement. Et donc, je pense que l'épuisement, ça fait partie, l'épuisement, le stress, ça fait partie de notre parentalité. C'est quelque chose qui est normal. Donc, se sentir fatigué quand on a passé toute une journée avec les enfants, à faire des activités avec eux, ça, c'est vraiment le lot, je dirais, de tous les parents, et d'éprouver du stress aussi. D'être content qu'ils soient dans leur lit, ça, c'est, je pense, des sentiments qu'on éprouve tous. Mais quand on n'est pas en burn-out, le lendemain, c'est reparti, on est heureux de les voir, on est content de les retrouver de grand matin au petit déjeuner. Ce qui se passe dans le burn-out parental, c'est un épuisement qui est tellement intense et tellement fréquent que les parents vont décrire que même l'idée, en fait, qu'ils vont devoir passer toute la journée avec leurs enfants, ça les empêche de sortir de leur lit. Donc, il y a comme une forme oui, d'épuisement qui est très, très intense, qui est à la fois émotionnel, mais aussi physique. Et cet épuisement, en fait, va amener un second symptôme qui est ce qu'on appelle la distanciation émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, le parent, il n'est plus connecté aux émotions de l'enfant, il ne prend plus du plaisir à partager les émotions de l'enfant, il est même en défaut un peu d'empathie. Et ça donne un peu une parentalité en pilotage automatique avec des parents qui vont faire le strict minimum, donner à manger, conduire à l'école, etc., mais qui ne prennent plus le temps, en fait, d'être attentifs à ce que l'enfant vit. Ce qui donne l'idée d'une parentalité un peu froide, oui, froide et distante. Et ce que les parents éprouvent aussi, c'est une perte de plaisir dans le rôle parental. Donc, cette impression qu'être parent, ça ne nous épanouit plus et qu'en fait, si on avait le choix, on sortirait de ce rôle, en fait. On laisserait tomber parce qu'il n'y a plus de plaisir à partager des moments avec les enfants, à manger avec eux, à trouver le temps de faire des activités, etc. Et donc, il y a une sorte d'envie de fuir, en fait. Et donc, ce que cette maman décrit très bien, cette sensation d'épuisement, et ce qu'elle décrit très bien dans son témoignage, c'est que c'est spécifique à la parentalité. C'est-à-dire, elle dit, à mon travail, je ne crie pas, en fait. Et donc, ça, c'est aussi typique du burn-out parental, c'est que ce n'est pas de la dépression. La dépression, ça va vous gagner dans toutes les sphères de votre vie, tandis que le burn-out, c'est un trouble qui est spécifique à un contexte. Donc, on peut être en burn-out professionnel et trouver que sa famille, c'est son havre de paix, mais l'inverse est vrai aussi. Quand on est en burn-out parental, on est spécifiquement épuisé dans le contexte de sa parentalité et spécifiquement en difficulté avec ses enfants, ce qui ne veut pas dire que ces difficultés se traduisent dans d'autres domaines de la vie. Et c'est ce qui fait aussi toute cette culpabilité qu'exprime très bien cette maman, de se dire en fait, mais quelle mère je suis, quoi, parce que je suis capable d'être tout à fait quelqu'un
bien au travail, par exemple, et en même temps, je m'emporte et je suis très irritable à la maison. Et elle décrit aussi, évidemment, une des conséquences importantes qui va se retourner contre les enfants, qui est cette violence, en fait, à l'égard des enfants, à travers des cris, parfois des gestes. Et cette violence, elle est liée, comme elle le dit, en fait, à la fatigue, mais aussi à cette distanciation émotionnelle. Parce que comme on est un peu en défaut d'empathie, on a moins cette capacité de se mettre à la place de l'enfant, de qu'est-ce qu'il va ressentir si je lui dis ça, si je fais ça. Et donc, c'est un peu la porte ouverte à une forme de désinhibition et donc à des agissements, en fait, qui ne sont pas ce qu'on ferait d'habitude chez des parents qui ne sont pas des parents maltraitants du tout, quoi. Merci beaucoup. Et puis, du coup, j'entends bien que la traduction du coup de burn-out n'est pas épuisement. En tout cas, je vais dire, moi, je vais être vigilant dans mon propre vocabulaire. Et du disons coup, que si si on prend juste la traduction littérale, oui, mais le danger, évidemment, en réduisant ça juste à l'épuisement, qui est en fait le premier symptôme, parce que tout n'arrive pas en même temps, et l'épuisement, c'est la porte d'entrée. Donc, c'est quand même très important d'être attentif à son épuisement, parce qu'on sait bien que c'est ça qui va déclencher le reste. Hein. C'est un décours. Donc, ce sont les premiers signes, c'est l'épuisement. Mais le danger, évidemment, de réduire ça uniquement à de l'épuisement, c'est de trouver que tout le monde est en burn-out, parce que on en éprouve tous, en fait, de l'épuisement et du stress, vous voyez, mais vraiment être en burn-out, c'est pas ça l'expérience, hein, parce que les gens qui ont l'impression que ah oui, mais c'est une mode. Voilà, tout le monde dit qu'il est en burn-out de tout. Voilà, c'est juste des gens qui sont fatigués, qui en ont marre. Non, les gens qui vivent un vrai burn-out parental, c'est pas toute la population, c'est un pourcentage de parents. On en parlera tout à l'heure sans doute de la prévalence, mais ce pourcentage-là, il vit une souffrance qui est bien au-delà de la question simplement d'épuisement, quoi. Et du coup, dans ces symptômes, c'est ce qui va être le second extrait, en tout cas, qu'on va vous proposer. C'est ce que vous notiez. C'est finalement l'envie de tout plaquer et je vais dire surtout d'abandonner ses enfants, en tout cas de les lâcher. Et on va écouter Marion, justement, ce qu'elle nous en dit dans ce podcast. Là, j'ai de nouveau envie de fuir, j'ai de nouveau envie de partir. J'ai encore envie de tout plaquer, je sais pas, faire le tour du monde alors que j'ai pas vraiment voyagé. Enfin, c'est pas vraiment ça, c'est vraiment même partir au bout du jardin, mais mais j'ai envie de partir. Donc, sur ce symptôme, enfin, je ne sais pas si c'est en particulier, mais justement, vous le notiez aussi dans vos propos tout à l'heure, c'est vraiment cette particularité de vouloir laisser, en tout cas, ou ne plus se retrouver dans cette situation d'une relation singulière avec son enfant. Oui, donc ces trois symptômes que je viens de décrire, ils font contraste avec le parent qu'on était avant. Et donc, il faut savoir qu'on ne peut pas être en burn-out si on n'a pas été largement investi dans sa parentalité. Je veux dire, vous ne ferez jamais un burn-out professionnel si vous n'en avez rien à faire de votre travail. La parentalité, c'est pareil. Donc, c'est des parents qui, en général, se sont beaucoup, beaucoup investis et puis un jour, ils s'effondrent. Et ils ressentent cet épuisement, cette distanciation, cette perte de plaisir et ça fait contraste avec le parent qu'ils étaient avant. Et ces symptômes vont avoir une série de conséquences. Et parmi ces conséquences, il y en a une qui est effectivement cette envie de fuir et de tout abandonner, enfin, d'abandonner ses enfants, pas tout abandonner, abandonner ses enfants. Alors, les envies de fuite, elles vont se manifester de différentes manières. Soit c'est comme cette maman le dit, en fait, je veux sortir de la maison, je veux juste être ailleurs. En fait, voilà, je veux. Et si j'en avais la possibilité, moi j'ai reçu une fois un papa en consultation dont le fantasme c'était de disparaître au bout du monde sans laisser l'adresse. Il avait fait des tas de recherches sur Internet sur comment il faut faire pour s'organiser, parce que le but du jeu c'était que personne ne le retrouve jamais et de recommencer sa vie ailleurs sans enfant. Et donc il y avait ça et cette envie de fuite parfois, comme on se sent tellement enfermé. Ça amène à des pensées qui sont très extrêmes et spécifiquement à des pensées suicidaires. Et dans nos études, on a montré qu'en fait, c'est bien plus dans le burn-out parental. Alors, on connaît des histoires de gens qui étaient en burn-out professionnel et qui se sont défenestrés, qui se sont donné la mort. Mais dans le burn-out parental, les pourcentages, donc la prévalence de ces idées suicidaires est beaucoup plus importante, même que dans la dépression. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, si on prend le burn-out professionnel, il y a presque toujours une porte de sortie. Dans nos sociétés modernes, refaire des études à 40 ans et faire autre chose de sa vie, si vous en avez marre de votre boulot, c'est bien vu.
changer de boulot, tout le monde le fait, repostuler ailleurs, et même au pire du pire, vous allez voir votre médecin, il vous fait un certificat, dans l'heure qui suit, vous êtes coupé de la source du stress. Dans le burn-out parental, le problème, c'est qu'il n'y a aucune de ces solutions qui marche. Personne ne va vous mettre en congé de vos enfants, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas changer d'enfant comme on change de boulot. Vous ne pouvez pas décider tout à coup que vous vous mettez au chômage et que donc vous allez voilà, décider que, OK, vous sortez du rôle parental comme on sort d'un rôle professionnel. Donc tout ça, ça ne marche pas. Et donc, qu'est-ce que les gens font? On ne peut pas recommencer sa vie en disant, mais moi, je décide que je reprends tout à zéro, comme on reprendrait des études, avec pas d'enfants. Et donc, les gens, en fait, ne voient pas de porte de sortie. Et la seule porte de sortie possible, eh bien, pour certains, ça devient, en fait, il faut que je meure. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de pensées suicidaires chez ces parents, contrairement à ce qu'on peut généralement voir dans la dépression ou le burn-out professionnel, où les gens vont voir davantage d'opportunités de faire autre chose de leur vie, quoi. Et donc, c'est effectivement ces envies de fuir et ces pensées suicidaires sont une des conséquences qui sont très préoccupantes, en fait, du burn-out. Et beaucoup, beaucoup de parents vont les exprimer, vont oser exprimer ça. Et je dirais que c'est souvent ce type de pensée-là qui ont quelque chose de très dramatique pour les gens, qui vont les amener à oser consulter. Parce qu'il faut savoir que le burn-out parental, ça entraîne beaucoup de honte et de culpabilité. Et donc, les gens vont attendre d'être assez loin dans le processus pour oser en parler, oser dire, oser aller trouver un professionnel. Parce qu'avant ça, parfois, ils ont osé dire l'une ou l'autre chose. Mais alors, ils ont autour d'eux des gens qui disent avec quoi tu viens, tes enfants sont super. Voilà, allez, souviens-toi comment c'était chouette à la naissance de Caroline. Enfin, vous voyez, des trucs où, en fait, ils ont l'impression que leur souffrance n'est pas comprise et pas entendue et que le regard n'est pas toujours bienveillant. Et il suffit de regarder sur les réseaux sociaux, quand on partage des choses sur le burn-out parental, parfois il y a des gens qui se lâchent dans des commentaires en disant mais quoi, les gens viennent, s'ils ne voulaient pas d'enfants, ils n'avaient qu'à pas en faire, qu'est-ce que c'est que ce truc, enfin voilà. Et donc, voilà, ce contexte de parfois de comprendre mal ce que c'est le burn-out parental, de jeter ça à rien, alors que des gens ont des pensées très extrêmes et très douloureuses. Donc ça amène le fait que les gens ont du mal en fait à se confier et que quand ils le font, c'est en général parce qu'ils sont déjà à un stade très extrême avec ce type de pensée-là. Merci. Justement, du coup, sur peut-être cette importance de la parole ou de pouvoir être entendu, j'allais dire finalement, dans cette question des symptômes, de s'être éprouvé justement par rapport à ces enfants. Il y a la question justement de pouvoir poser ce diagnostic de burn-out parental. Et si nous continuons avec le témoignage de Marion, on va écouter le soulagement qu'elle exprime justement lorsqu'elle arrive à être entendue dans ce diagnostic. Je suis dans son cabinet, voilà, on discute et puis elle me dit très vite, je me demande même si c'était pas je crois que c'est la première séance où elle me dit vous êtes simplement épuisé et vous êtes en burn-out parental. C'est le mot burn-out parental, moi, qui m'a marqué parce que je connais le burn-out professionnel à ce moment-là, mais pas parental. Et là, elle me dit, la difficulté, c'est que le travail, on peut l'arrêter, mais la parentalité, on ne peut pas l'arrêter. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Elle m'explique que le burn-out, c'est un épuisement, que ça peut se rapprocher aussi d'un état un peu... que c'est pas une dépression, que c'est pas la même chose, mais que effectivement ça peut s'en rapprocher dans l'état, mais que c'est pas une dépression, ce qui me rassure parce que moi j'avais peur de faire une dépression ou de sombrer dans une dépression, d'être folle, voilà. Donc elle déconstruit tout ça. J'allais dire, du coup, ce témoignage est très en résonance avec ce que vous nous avez justement apporté. Et peut-être c'est là où on veut arriver. Vous avez aussi insisté sur j'allais dire, ces éléments de différenciation, peut-être qui sont aussi une façon, en tout cas, j'allais dire, pour nos sociétés aujourd'hui, pour mettre encore un peu à distance ce sujet, c'est-à-dire ces différences entre fatigue, épuisement aussi, parce qu'on est à des moments, j'allais dire, de tension particuliers de la vie ou de son organisation familiale, ce qui nous arrive à tous, j'allais dire, les uns les autres. Et justement, cette question du burn-out parental. On a le sentiment, en tout cas nous, de notre place, que pour le grand public français, c'est un sujet qui est peu connu, peu travaillé.
On voit d'ailleurs que j'allais dire, je fais les médias grand public, je vais le dire comme ça, finalement, ont du mal à s'emparer de ce sujet. Le terme est d'ailleurs même très peu utilisé en France. Alors, je ne sais pas si du coup, vous avez probablement ce regard sur les professionnels français, mais est-ce que pour vous, il est suffisamment connu justement des professionnels, j'allais dire déjà, d'accompagnement des parents, je pourrais dire après des deuxièmes cercles aussi, des médecins, des psychologues. Et est-ce que vous voyez aujourd'hui de votre place une attention des professionnels français pour ce sujet? Alors, je vais reprendre pour faire le lien avec ce que le podcast nous a appris et puis remonter le fil de votre question. Alors, cette maman est soulagée quand on met un mot sur sa souffrance. Elle est soulagée que ça ne soit pas de la dépression, donc elle se dit on ne va pas me médiquer à crever, enfin, voilà, pour résoudre mon problème, on ne va pas me mettre dans un hôpital psychiatrique. En même temps, le fait de mettre un nom, c'est très soulageant parce que si on met un nom, bah, c'est qu'on a donné un nom à ce phénomène, que ça veut dire que ça existe chez d'autres personnes, que des gens s'y intéressent, et que donc je ne suis probablement pas la seule, alors que beaucoup de parents en fait ont l'impression qu'ils sont le seul mauvais parent de la Terre à éprouver ce genre de choses. Donc ça permet aux parents de sortir de l'isolement, de mieux comprendre ce qui lui arrive, de se rassurer sur le fait, ben non, on n'est pas fou, on n'a pas un problème de santé mentale, on n'a pas, voilà. Donc ça c'est très important. Et quand on a commencé nos recherches, en fait, on a eu très rapidement, en fait, les premières fois où on a fait une sortie médiatique, on a eu très, très rapidement, en fait, plein de mails qui sont arrivés de parents qui avaient vu les choses dans le journal ou dans le magazine dans lequel où nos travaux étaient apparus, en disant, mais waouh, ça fait des mois, en fait, que moi, je vis quelque chose comme ça, et là, tout à coup, ça prend du sens, ça décrit ce que je vis. On a reçu vraiment beaucoup de mails et une attention médiatique très importante. Alors, vous dites pas du tout en France. Oui, on a fait des émissions sur France 2, on a fait des émissions sur France 3, on a fait un envoyé spécial, on a fait Télématin, on a fait Nous les Européens, on est intervenu sur Europe 1. Enfin, voilà, donc je pense qu'il y a eu une certaine attention, je pense, des médias français, peut-être moins qu'en Belgique, par exemple, ou même en Suisse, où ils sont très au taquet avec ça. Mais je pense quand même que ça a soulevé l'intérêt. Et puis, les professionnels se sont aussi saisis de la question. Et nous, on est des professeurs d'université, mais on a à cœur de se dire il faut que nos études, elles servent à quelque chose. Je veux dire, à un moment donné, il faut que ça revienne dans la société. Et donc, on s'est dit, bon, alors il y a les conférences grand public, il y a le fait d'être là pour porter un message auprès des parents, pour porter cette écoute bienveillante, pour arriver à mettre des mots sur leur expérience. Parce qu'eux aussi ont quelque chose à nous apprendre de ce qu'ils vivent et que c'est eux aussi qui nous permettent de mieux comprendre ce que c'est et donc de mieux les accompagner. Mais il y a aussi évidemment tout ce travail à l'égard des professionnels. Et vous avez raison de souligner qu'il y a deux étages de professionnels. Pour moi, il y a les professionnels de première ligne que sont, alors je vais aller même jusqu'aux accueillantes d'enfants, les médecins généralistes, les éducateurs, parfois certains enseignants, des coachs en parentalité, etc., qui vont être en fait les personnes qui vont être capables de repérer les gens qui sont en train d'entrer dans le processus et de faire de la prévention. Et pour moi, la prévention, elle est absolument nécessaire à cause des conséquences graves du burn-out parental. Donc, si on peut attraper les gens au moment où ils sont au stade de l'épuisement, qui devient intense, avant que ça vire à la distanciation émotionnelle et à la perte de plaisir, on peut éviter chez toute une série de personnes non seulement ces envies de fuite et ces pensées suicidaires, mais aussi ce dont on discutait tout au début, qui sont les conséquences qui se retournent sur l'enfant, qui sont la négligence, parce que le parent n'a plus la force de s'en occuper, et la violence à l'égard des enfants, qui est de la violence verbale et parfois physique. Et donc, faire de la prévention, c'est extrêmement important. Donc, il y a un besoin de formation des professionnels de première ligne, et puis évidemment des professionnels de seconde ligne, que sont les psychologues, psychothérapeutes, qui vont accueillir en fait les parents en consultation. Et comme cette professionnelle l'a fait avec la maman qu'on vient d'entendre, d'être capable à un moment donné de poser un diagnostic et, au-delà de ça, évidemment, de savoir quoi faire avec cette personne en burn-out, qui n'est pas l'envoyer chez un psychiatre et lui donner des médicaments, ni non plus de l'amener à consulter un médecin pour avoir un certificat médical de son travail, parce que ça, c'est des choses qu'on a constatées aussi. Il y a une confusion parfois avec burn-out en général.
Et donc, un peu de façon paradoxale, il y a des médecins qui sentent la personne épuisée, qui font un certificat médical du travail, mais ce faisant, ils accentuent le problème puisqu'ils enferment la personne chez elle avec ses enfants alors qu'elle est en burn-out parental et pas professionnel. Donc, c'est très important de former les professionnels à la reconnaissance des symptômes, à cette écoute bienveillante, parce qu'il faut savoir que chaque parent qui traverse une période comme ça vit de la honte et de la culpabilité, et donc il a besoin d'avoir quelqu'un en face qui va couper court à cette honte et cette culpabilité, donc d'avoir cette écoute bienveillante. Donc, formation à la reconnaissance des symptômes, au diagnostic différentiel pour bien reconnaître quand il s'agit d'un burn-out parental et pas d'une dépression et d'un burn-out professionnel. Et puis aussi, évidemment, toute la question de savoir comment est-ce qu'on traite le burn-out parental. Évidemment, la bonne nouvelle, c'est qu'on a mené plein d'études expérimentales qui montrent qu'on peut traiter le burn-out en un nombre de semaines assez réduit. Donc, on dirait qu'en 8 semaines, on peut arriver à des résultats, à raison d'une séance par semaine, on peut arriver à des résultats qui sont vraiment très bien. Et donc, nous, ce qu'on a développé, c'est des modules de formation en ligne. On le faisait déjà avant le Covid. Alors, le Covid a amené plus d'évidence autour de ça, mais avec cette idée que notre promesse, c'était qu'aucun parent en burn-out ne doit faire plus de 30 minutes de route pour trouver un professionnel à proximité de chez lui. Et donc, on référence les professionnels qui se forment. Et donc, on peut voir sur une map, y compris en France, tous les endroits où il y a des professionnels qui sont particulièrement formés. Et il commence à y avoir un réseau assez dense, en fait, en France. Et ça, c'est vraiment très chouette parce qu'on a à peu près 1500 membres qui suivent la formation en ligne. Et dedans, il y a 40% de Français. Donc, ce n'est pas rien. Et donc, ça veut dire qu'ils commencent tout à coup. Enfin, voilà. Et donc, nous, on encourage, en fait, les professionnels à acquérir cette formation-là, qui est fondée sur toute notre expérience de recherche et toute notre expérience clinique, et en fait à réseauter entre eux, en fait voilà, à se dire, bah, tiens, dans ma région, qui d'autre est formé parmi les médecins, parmi les éducateurs, etc., de façon à couvrir en fait des régions avec un bon réseau de professionnels qui peuvent alors faire de l'intervision entre eux et faire un bon travail en fait avec les parents, de sorte que ces parents se sentent accueillis, compris et accompagnés. On va essayer d'être vigilants, nous aussi, en tout cas pour diffuser alors cette carte dans nos différentes régions françaises, pour que, en tout cas, les professionnels Croix-Rouge puissent y avoir accès et aussi pouvoir… Ah, mais elle est disponible sur le site internet, hein, vous pouvez la trouver. Voilà, donc je ne sais pas si on peut donner l'adresse du site internet. Si, oui, on pourra bien sûr le donner, l'échanger, ça sans difficulté. Pour vous, comment on pourrait améliorer justement alors peut-être, je vais poser, puisque c'est dans l'échange que vous avez dans une des questions, justement, qui nous demandait si justement il y avait un lien épuisement travail, épuisement parental, parce que j'allais dire, en tout cas, à vous écouter spontanément, je comprenais qu'on pouvait finalement être épuisé parentalement, sans avoir aucune autre forme finalement d'épuisement, ou que c'était vraiment cette relation avec son ou ses enfants qui en étaient les conséquences. Est-ce que c'est bien ça effectivement quand vous exprimez aussi de diagnostic différentiel, j'entends bien, qui est vraiment de poser ou de circonscrire finalement qu'est-ce qui conduit à cet épuisement intensif ou à l'intensité de l'épuisement? C'est ça. Donc, le burn-out, c'est vrai que c'est un trouble contextualisé et qu'on a beaucoup de parents, par exemple, qui nous disent « Mais en fait, je suis tellement épuisée de mes enfants que je rentre du travail de plus en plus tard et j'espère que mon conjoint les a mis au lit pour quand j'arrive. Parce que quand ils dorment, j'arrive encore à les aimer. » Ça, c'est des choses que j'ai entendues, en fait, chez les parents. Et donc là, on sent bien que le travail, en fait, c'est une ressource. C'est ce qui permet aux parents de tenir et de continuer à se voir comme quelqu'un de bien, parce qu'il y a au moins un domaine de la vie où je continue de bien fonctionner. Et c'est aussi un moyen, en fait, de fuir la sphère familiale, de se surinvestir dans une autre sphère. Évidemment, le danger, c'est que si on laisse cette situation perdurer, au bout de quelques temps, qu'est-ce qui se passe? Le parent qui est en burn-out parental, il surinvestit la sphère du travail et il va finir en fait aussi par s'épuiser dans la sphère du travail. Et à un moment donné, cet épuisement, il va gagner toutes les sphères de la vie. Et là, évidemment, le danger, c'est de tomber en dépression parce que vous allez en fait craquer de tous les côtés. Voilà. Mais donc, quand on est dans la phase burn-out parental, en général, ça ne touche pas les autres sphères. Mais si vous attendez trop longtemps, ça peut arriver là aussi, comme à l'inverse. Si vous êtes en burn-out professionnel, pendant tout un temps, votre sphère familiale, ça va être votre havre de paix.
et vous allez attendre de la sphère familiale qu'elle vous apporte tout ce que le travail ne vous apporte plus en termes de récompense personnelle, d'autosatisfaction, etc. Mais il se peut aussi, dans votre sphère personnelle, votre conjoint, ça ne peut pas être rose tous les jours, vos enfants, ils ne sont pas parfaits, etc. Donc, si vous surinvestissez la sphère parentale pour vous sauver de ce qui vous arrive à votre travail, à un moment donné, vous en attendez trop de la sphère familiale et ça ne va plus fonctionner non plus. Et puis, votre irritabilité que vous ramenez du boulot, vous pouvez aussi la transporter dans votre sphère familiale et la contaminer. Donc, quelque part, si on laisse ce phénomène sans le traiter, bien sûr qu'il va finir par contaminer les autres sphères. Mais à la base, c'est quand même un contexte spécifique. Et c'est très important quand on est un professionnel sur le terrain de pouvoir identifier d'où vient la première cause de stress. Parce que sinon, on a tendance, oui, à attaquer de tous les côtés et peut-être à mal cibler en fait, les efforts qu'on va faire. Ceci dit, ce que je voudrais dire, c'est que dans ce qui nous amène à être à risque de tomber en burn-out, il peut y avoir... Alors, ce n'est jamais un facteur tout seul. Ce n'est jamais parce qu'on a un enfant difficile ou un enfant qui ne performe pas bien à l'école ou parce que... c'est jamais une raison toute seule. En fait, on dit que c'est un déséquilibre. On peut le voir comme une balance entre trop de stress trop longtemps et pas assez de ressources pour y faire face. C'est toujours ça le phénomène du burn-out. Et donc, par exemple, dans le burn-out parental, chaque burn-out a son histoire. On va trouver un tas de stresseurs qui se sont accumulés et puis à un moment donné, le parent n'a pas les ressources pour y faire face. Et c'est clair que parmi ces stresseurs, on peut avoir différentes choses qui sont plus transversales. Par exemple, si vous êtes quelqu'un d'hyper-perfectionniste, c'est un facteur de risque pour le burn-out qui va vous mettre à risque d'être en burn-out dans tous les domaines de votre vie. Voilà, parce que si vous ne laissez jamais rien au hasard, que vous mettez de la pression à vous-même pour que tout soit parfait avec vos enfants, dans votre boulot, etc., ça amène en fait une quantité de stress qui est extrêmement importante. Et ce facteur qui est personnel, vous le transportez dans toutes les sphères de votre vie, au travail, à la maison, etc. Par contre, il y a d'autres facteurs de stress qui sont plus spécifiques à un domaine. Par exemple, si vous avez un souci de coparentalité, donc en fait, vous n'arrivez pas à faire bien équipe avec votre partenaire pour vous entendre, par exemple, sur les valeurs éducatives qu'il faut transmettre aux enfants, ça, je dirais, il n'y a pas beaucoup de chances que ça va contaminer votre boulot parce que c'est très spécifique. Et donc, le travail du professionnel, au-delà du diagnostic différentiel, c'est aussi de se dire quels sont les facteurs, les sources de stress qui sont opérantes chez ce parent-là, chez cette personne-là, de façon à voir est-ce que dans les sources de stress, il y a des choses qu'il est susceptible de transporter dans l'autre sphère qui est le travail, par exemple, ou est-ce que ce sont des choses assez spécifiques? Parce que ça va vous donner en fait des indications de savoir si le parent il est à risque aussi de développer un burn-out professionnel. Et donc voilà, c'est à tout ce genre de choses qu'on va former les professionnels pour qu'ils soient bien préparés à accompagner les parents. Ok. Et du coup, dans vos travaux, vous insistez sur la question justement entre l'équilibre entre facteurs de risque, facteurs de protection, ou je pourrais dire stresseurs versus ressources. On a d'ailleurs fait, nous, une petite vidéo qu'on vous propose de partager sur notre site Mes Infos Bébés pour en parler. Vos ressources sont insuffisantes face à vos stresseurs. Vos ressources, c'est-à-dire vos proches, vos moments pour vous, votre mode de garde, ne font pas le poids face à vos stresseurs. Votre temps de travail, vos trajets, votre sommeil, les tâches ménagères. Pour trouver l'équilibre, tentons de transformer les stresseurs en ressources. Et si vous favorisiez le télétravail? Et si vous faisiez appel à un proche une fois de temps en temps? Et si vous répartissiez les tâches ménagères entre vous, votre conjoint ou vos enfants? Donc, d'ailleurs aussi, dans le podcast, Marion nous explique qu'elle a trouvé d'autres solutions. Donc, justement, cette question de ressources, une journée pour elle, une soirée qu'elle se consacre par semaine, faire des siestes, des sorties, reconnecter justement avec les bons moments. Est-ce qu'on peut essayer de balayer avec vous, si je peux le dire comme ça, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui, j'allais dire, tant en prévention qu'en prise en charge, avoir comme préconisation de solutions pour des parents qui sont confrontés à cette réalité de burn-out parental? Alors, je dirais que la clé pour tout le monde, c'est vraiment d'arriver à voir sa situation comme cette petite balance. Le petit truc que vous venez de nous montrer, c'est génial. Donc, ça, c'est notre théorie du burn-out parental, la théorie étiologique que vous avez traduite dans cette petite animation, c'est super.
parce que en fait, c'est très possible à visualiser. Je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir fait des études dans le domaine pour arriver à comprendre ce mécanisme étiologique, c'est assez simple. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a de commun à tous les parents qui tombent en burn-out, c'est ce déséquilibre stress-ressources. Maintenant, ce qu'il y a dans la balance de chaque parent, ça, c'est spécifique. Qu'est-ce qui fait que pour moi, quels sont mes stresseurs à moi et quelles sont mes ressources à moi? Et donc, en fait, la clé pour tout le monde, qu'on veuille prévenir ou traiter le burn-out, c'est toujours de se dire, au fait, si moi, je réfléchis à qu'est-ce qui me coûte en tant que parent, qu'est-ce qui pèse lourd sur mes épaules, qu'est-ce qui est compliqué, ça, c'est tout ce que je vais mettre du côté des stresseurs. Et ce à quoi j'ai accès dans ma personnalité, mais aussi autour de moi en termes de soutien, mon conjoint, qu'est-ce que font mes enfants, etc., pour avoir comme ressource et vraiment de faire ce travail de se dire qu'est-ce que moi, à mon niveau, en fait, je peux modifier. Et c'est jamais une solution miracle qui fonctionne, c'est toujours des petites choses qu'on va ajuster et qui vont faire que le poids des stresseurs va tout à coup être un peu moins grand et le poids des ressources un peu plus grand et qui va progressivement restaurer l'équilibre. Alors, évidemment, parfois, ça paraît simple, hein, parce que les exemples que vous donnez, et si je faisais ça, et si je faisais ça, mais parfois, il y a des blocages. Je vais donner un exemple. Si vous êtes quelqu'un de perfectionniste, c'est compliqué de demander de l'aide, parce que vous avez l'impression, par exemple, que tout ce qui est fait par les autres, c'est moins bien fait que si vous le faisiez vous-même. Et donc, vous avez une idée très, très claire de comment vous voulez que les choses soient faites, et donc vous avez du mal à déléguer. Parfois, déléguer, c'est aussi, dans la tête de certains parents, c'est comme un aveu de faiblesse. Demander de l'aide, c'est comme dire je ne suis pas capable de m'occuper de mes enfants par moi-même, donc il faut que je demande de l'aide à quelqu'un et ça ne va pas. Ou qu'est-ce qu'on va penser de moi si je demande de l'aide? Et donc, ce n'est pas parfois aussi simple. Il y a parfois des blocages qui viennent de notre histoire personnelle, de notre personnalité, qui font que ce n'est pas si simple, en fait, hein, d'aller chercher les ressources et d'abandonner des mécanismes dans lesquels on est parfois plongé depuis des années. Qui consiste à faire tout par soi-même, à avoir cette fierté qui fait qu'on n'ose pas demander d'aide, etc. Donc voilà, je pense que ça, c'est quand on n'arrive pas à faire ce petit travail de ramener du stress du côté des ressources, parfois il faut accepter de se faire accompagner pour justement aller au-delà de ces petits blocages. Au-delà de tout ça, je voudrais peut-être donner quelques recommandations générales qui peuvent sans doute inspirer l'un ou l'autre parent qui nous écoute et peut-être l'un ou l'autre professionnel. C'est qu'on est dans une culture aussi qui entretient le culte de la parentalité positive parfaite. Et ça, je pense qu'il faut lutter contre ça. Ça doit être le retour du parent suffisamment bon, que bien sûr, on a beaucoup de pression et de recommandations sur l'alimentation, le sommeil, comment jouer, comment être, comment parler avec ses enfants, quelles émotions leur montrer, etc. Blablabla, et que beaucoup de parents ambitionnent en fait d'être le parent parfait qu'ils n'ont pas eu ou qu'ils ont envie d'être, enfin peu importe. Et se mettent beaucoup de pression à eux-mêmes et sont jamais contents de ce qu'ils font. Trouvent qu'ils auraient toujours pu en faire plus avec leurs enfants ou qu'ils n'auraient pas dû crier, qu'ils n'auraient pas dû s'emporter, qu'ils n'auraient pas dû dire ça. Et chaque fois que l'enfant a une difficulté, on se culpabilise en se disant mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai raté? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut faire confiance aux parents suffisamment bons qu'on est. Et moi, j'ai rencontré suffisamment de parents pour pouvoir dire aujourd'hui que 99% d'entre eux sont des parents extrêmement bienveillants. Mais ils sont contaminés par toute une série de recommandations qui les envahissent et dans lesquelles ils ont du mal à mettre de l'ordre. Et à vouloir tout faire parfaitement, avoir ce culte de la parentalité parfaite, on n'arrive jamais à être content de soi et on s'épuise en fait dans un rôle qui est très 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 lourd, demandeur, coûteux, sans arriver à y prendre le plaisir qu'on devrait juste y trouver parce que ça reste quand même un rôle très naturel, quoi. Et donc, il faut arriver à se faire confiance, à pouvoir se dire à être content de soi en tant que parent. Et donc, nous, par exemple, une chose qu'on fait, c'est qu'on offre une tirelire, un petit cochon, vous voyez, en plastique. Et on apprend aux parents à faire de la bienveillance envers soi et à s'auto-féliciter de tout ce qu'on fait déjà pour ses enfants, quoi. Voilà, donc ça, c'est très important. Plutôt que de voir tout ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas encore fait, c'est aussi se dire, mais oui, je suis un parent suffisamment bon. Et oui, j'ai des failles, mais il faut se conscientiser que les enfants, ça ne se construit pas avec un parent parfait à côté de soi. L'enfant, il se construit aussi avec les failles du parent, parce qu'apprendre que tout le monde a ses limites, ses défauts, c'est très important. Sinon, l'enfant lui-même, il n'accepte pas que lui, des fois, il rate, que quelque chose ne marche pas, qu'il n'est pas parfait, parce qu'à vouloir donner à l'enfant l'impression qu'on est un parent qui se vautre jamais, qui ne fait jamais d'erreur, on entretient aussi chez lui le culte de la perfection. Et beaucoup d'études montrent que dans nos sociétés occidentales, le perfectionnisme, il grandit de génération en génération.
et que le perfectionnisme, il a ses mauvais côtés qui entraînent aussi des troubles de la santé mentale où les gens finissent par développer des syndromes anxieux qui deviennent plus prévalents dans les générations de jeunes. Donc je pense que voilà, apprendre à l'enfant qu'on n'est pas un parent parfait et que oui, on a nos failles, que certains jours on craque et que ça nous arrive de crier. Alors oui, on peut s'excuser après, bien sûr, mais je trouve que ça, c'est vraiment important. Je pense qu'il faut arriver à normaliser des pensées négatives qu'on peut avoir, comme l'épuisement, le soir, d'être content que les enfants soient couchés sans en éprouver de la culpabilité. Je pense que c'est important de s'autoriser à prendre soin de soi, à prendre soin du couple et à se dire que ce n'est pas parce qu'on s'octroie même la deuxième soirée au resto ou la deuxième sortie de la semaine parce qu'on en a besoin en mettant un babysitter soigneusement sélectionné auprès des enfants que ça fait de nous un parent qui est malveillant ou négligent. Donc prendre soin de soi, prendre soin du couple, c'est prendre soin de ses ressources et l'importance de nourrir aussi nos autres identités. On est parents, mais on n'est pas que ça. À côté de ça, il y a le boulot qui parfois nous épanouit, mais il y a aussi peut-être on joue un instrument de musique, on aime les sorties cinéma, on aime se cultiver, on aime prendre du temps pour de la lecture, etc. Et nourrir nos autres identités, c'est très important si on veut rester un parent en équilibre. Tout miser sur la parentalité et se faire dévorer par cette identité en ayant des attentes démesurées par rapport à ce rôle, avec une pression qui est pas tenable. Ça, je pense que ça conduit au burn-out et malheureusement, ça mène à l'inverse souvent de ce qu'on cherche quand on veut être un parent parfait. C'est que, comme on l'a dit, ça finit par se retourner sur l'enfant. On finit par devenir négligent et violent à l'égard de l'enfant, qui était l'inverse de ce qu'on voulait, parce qu'on voulait être un parent parfait. Donc, il faut être très vigilant par rapport à ça et se donner l'occasion de se faire confiance et de se remercier pour le bon parent qu'on est déjà. Voilà, en relâchant un tout petit peu la pression, ça je pense que c'est très important et c'est ce qui nous amène à pouvoir garder cette balance en équilibre. Et est-ce que vous avez observé justement par rapport, on parlait aussi de la notion d'isolement, le fait d'être parent, alors je sais pas, on peut être aussi en couple et isolé, mais du coup d'être seul, est-ce que ça a un impact sur les phénomènes de burn-out ou pas? C'est un peu abrupt mais dans ma question. Alors oui, on a donc mené des études auprès de populations spécifiques, comme les familles monoparentales, les familles précarisées, etc. Et en fait, au début, on pensait que ça allait être un facteur majeur. Alors, ce qui est rassurant, c'est que ces facteurs sociodémographiques, ils n'expliquent pas grand-chose ou pas beaucoup dans le burn-out. Et c'est rassurant dans le sens où, en fait, c'est des facteurs sur lesquels on sait difficilement agir. Donc, c'est plus facile de se dire qu'on va agir sur les demandes d'aide, qu'on va agir sur les rapports par enfant, qu'on va agir sur le sentiment de compétence, etc. Parce que ça, on peut y faire quelque chose. Tandis que, voilà, la précarité, moi, je peux pas, j'ai pas une baguette magique pour résoudre le problème de la précarité. Donc ça, c'est une première chose. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que ça ne veut pas dire que ça ne joue pas un rôle. Parce que si on a bien compris ce phénomène de balance, on a bien compris que ce n'est pas un stresseur tout seul qui va amener le burn-out parental. Donc, l'idée, c'est de dire que ce n'est pas juste parce qu'on est une famille isolée ou une famille monoparentale ou une famille précaire qu'on va tomber en burn-out. Parce que ça, ce serait faire un raccourci linéaire qui n'est pas vrai. Mais ça fait partie des facteurs de stress. Bien sûr que si vous êtes seul à devoir gérer vos enfants, c'est plus lourd. Et bien sûr que si vous manquez de ressources financières, c'est plus compliqué que si vous avez toutes les ressources que vous souhaitez au niveau financier. Donc, c'est un facteur de stress parmi les autres, mais ça ne va jamais à lui tout seul amener le burn-out. Ça, c'est très important. Mais ce que nos études montrent aussi, c'est que souvent, on fait le raccourci entre précarité, isolation des parents et risque de négligence et de violence. Dans la littérature, il y a plein de raccourcis comme ça. On dit, voilà, quand on étudie la négligence et la violence sur les enfants, on va cibler des populations à risque et ces populations à risque, souvent, on les identifie à travers précarité, isolement. Alors, c'est vrai qu'en fait, il y a une prévalence plus importante de la négligence et de la violence à l'égard des enfants dans ces familles, mais nos études, elles montrent qu'il y a un médiateur de ce lien et ce médiateur, c'est le burn-out parental. Donc, ce n'est pas parce qu'on est isolé ou précaire que nécessairement on va se comporter mal avec ses enfants. Il y a souvent un médiateur qui est là, qui joue un rôle, et ça, c'est la question du burn-out parental. C'est-à-dire que le stress d'être seul, le stress d'être en situation de précarité et de ne pas pouvoir offrir cet avenir de rêve qu'on voudrait à nos enfants, par exemple, eh bien, c'est des facteurs de stress qui vont contribuer dans cette balance, à un moment donné, à vous mettre à risque de burn-out parental. Et le burn-out parental, lui, clairement, chez toutes les familles, ça amène une augmentation du risque de négligence et de violence à l'égard des enfants. Donc, je pense que cette approche du burn-out, elle peut nous aider
à accompagner les familles qui sont en situation d'isolation pour tenir compte que c'est un facteur de risque supplémentaire dans leur balance et de les accompagner dans ce cheminement qui évite l'épuisement et donc d'aller puiser dans le vivier de ressources auxquelles ils peuvent avoir accès. Et ça ne passe certainement pas que dans des aspects financiers, il y a tout un aspect d'accompagnement et de ressources en termes de soutien, etc., qui est très important et qu'on peut mettre en route, qui leur évite de tomber dans cette situation d'épuisement. Et une chose que je voudrais ajouter, c'est que je voudrais insister sur le fait que nous vivons dans une société qui est extrêmement individualiste. Et nos études internationales, elles montrent que l'individualisme, c'est un des gros facteurs de risque pour la prévalence du burn-out parental et que les pays, qu'est-ce qui explique le plus la prévalence entre les différents pays dans lesquels on a travaillé, soit 42 pays qui ont rapporté une étude de prévalence, eh bien, ce qui explique le plus la différence entre les pays, c'est le niveau d'individualisme du pays en question. Plus un pays est individualiste, plus la prévalence du burn-out parental est grande. Et un des enseignements de cette étude, c'est nous dire que l'individualisme, en fait, il amène toute une série de dérives possibles. Et une des dérives possibles pour la parentalité, c'est qu'en Afrique, par exemple, ils disent que pour élever un enfant, il faut tout un village. Et donc, il y a cette idée qu'en fait, on n'est pas parent tout seul, mais c'est la communauté, en fait, qui est responsable de ce que deviennent les enfants. Dans un pays individualiste, ça ne marche pas comme ça. On vous apprend que pour être quelqu'un de bien, il faut vous débrouiller tout seul, par vos propres moyens. Il faut être, comme on dit en anglais, self-reliant, c'est-à-dire que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour y arriver. Vous tracez votre voie, vous faites votre vie, vous faites vos choix et après, vous les assumez. Et en fait, c'est exactement comme ça que les parents aujourd'hui vivent leur parentalité dans nos pays individualistes. Ils doivent s'en sortir tout seuls avec leurs enfants parce qu'ils ont choisi de les avoir. Hein. Ils ont accès aux procréations médicalement assistées, ils ont accès à la pilule, aux moyens de régulation des naissances. Donc, si vous avez vos enfants, c'est parce que vous avez choisi de les avoir. Comme c'est des choix responsables. Après, vous vous débrouillez et vous allez chercher vos solutions par vous-même. Voilà. Parce que la définition pour nous d'un individu accompli, c'est ça, dans une société individualiste. Et donc, pour beaucoup de parents, y compris ceux qui sont en situation d'isolation, eh bien, ça amène en fait à ce que cette parentalité dans nos cultures, elle est extrêmement solitaire. Et donc, ça rend difficile le fait de faire appel à la communauté, le fait de faire appel à de l'aide, voire même, on a fini par développer à l'égard des autres adultes une méfiance incroyable. Imaginez que vous avez un voisin que vous ne connaissez pas beaucoup et qui a repéré que vous êtes en difficulté parce qu'il vous voit le matin, courber le dos quand vous emmenez vos enfants à l'école et que les enfants ne sont pas toujours sages sur le trottoir. Il a repéré que vous êtes en difficulté. Et un jour, il sort de chez lui et il vous dit mais moi, je vois que vous êtes en difficulté. Si vous voulez, je vous aide. Et un jour sur deux, je veux bien accompagner vos enfants à l'école. Waouh, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il leur veut? Okay, vous n'allez pas percevoir ça comme un soutien communautaire, vous allez percevoir ça comme une menace, en se disant, mais ce type ou cette dame, si ça se trouve, elle a envie de les enlever, quoi. Voilà. Et donc, on a développé une forme de méfiance à l'égard des autres. Eh bien, moi, je pense que pour sortir de l'isolement et du burn-out parental, il faut qu'on revienne à une vision collective de la responsabilité de ce que deviennent nos enfants. Voilà, et d'arriver à se dire, en fait, non, je ne suis pas le seul responsable en fait, de ce que vont devenir mes enfants et je peux demander de l'aide, je peux créer du réseau autour des enfants. Et encore plus, si je n'ai pas de conjoint à mes côtés, je dois créer du réseau parce que porter toutes les responsabilités de la parentalité sur les épaules d'une seule personne, c'est inhumain, c'est pas possible. L'homme, c'est un animal social, quoi. Et donc, cette parentalité, on ne peut pas continuer de l'isoler. Et donc, dans nos pays individualistes, l'isolement, ce n'est pas qu'un isolement des familles monoparentales. C'est un isolement culturel, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, être parent, c'est se démerder tout seul avec ses gosses. Et ça, non, ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas en même temps mettre une pression à la parentalité parfaite et en même temps isoler les gens, quoi. Parce qu'à un moment donné, ça les amène juste à s'écrouler. Donc, je pense que la société tout entière doit prendre conscience des mécanismes qui sont en route et qui font que nous arrivons à des niveaux de prévalence dans nos pays qui sont si élevés. En tout cas, merci beaucoup. On aurait envie de vous écouter pendant des heures. On va en tout cas, côté Croix-Rouge, continuer à suivre avec beaucoup d'attention vos recherches. Vous parliez, quand on parlait de médiatisation d'une émission, nous les Européens, sur France 3, j'allais dire que nous avons partagé ensemble, puisque France 3 était venu à la rencontre d'un des dispositifs justement qu'on met en place en termes de soutien à la parentalité qui sont les relais parentaux. Et on accueille avec nous
Lotfi Amri, vous êtes directeur adjoint au relais parental de Seine-Saint-Denis, qui est situé au Blanc-Bénil, qui a ouvert, en tout cas pour ce projet-là, en 2017. Vous y exercez depuis cette année, depuis le 1er janvier, où avant, vous aviez travaillé dans le placement à domicile. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter ou nous rappeler justement ce que sont les missions d'un relais parental? Oui, alors désolé, j'ai un petit souci de batterie, évidemment, je m'en rends compte que maintenant. Hop, voilà. Mais je préfère que ce soit à vous que ça arrive qu'à nous. Voilà, c'est réglé. Oui, alors nous, le relais parental, notre travail, c'est d'accueillir les enfants quand les parents n'ont pas de mode de garde et qu'ils ont des difficultés. Donc, on est un dispositif de prévention dans la protection de l'enfance, hein, dans le sens où l'accueil qu'on fait de l'enfant, ça va permettre aux parents de pouvoir se concentrer sur la résolution des soucis qu'il a et donc de limiter la dégradation de sa situation. Voilà. Évidemment, l'appui qu'on apporte aux parents comme ça, c'est sécurisant pour eux, donc ça permet aussi de préserver la relation parent-enfant et d'apporter un soutien aux parents qui sont les plus isolés pour le coup, pour reprendre les discussions qu'on a sur ce sujet-là. Donc concrètement, en fait, on peut accueillir l'enfant de sa naissance, donc en général c'est de 3-4 mois, jusqu'à ses 18 ans, et c'est l'accueil qui peut se faire de quelques jours à quelques heures parfois hein, dans la journée. Et ça, c'est toute l'année, donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et 365 jours de l'année. Est-ce que du coup, on peut faire un petit balayage, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais du coup, c'est qui finalement le profil de ces parents que vous accompagnez? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont cette démarche, puisque vous avez rappelé que vous interveniez, j'allais dire sans mandat, en tout cas là je parle avec un vocabulaire de protection de l'enfance, c'est-à-dire que vous intervenez sans une décision de l'aide sociale à l'enfance, donc ça veut dire, en tout cas, j'allais dire, l'initiative de la démarche et celle du parent. Qu'est-ce qui fait justement qu'ils viennent vous voir? Comment ils viennent jusqu'à vous? Je pense que 99% des parents qui viennent, c'est orienté par un professionnel. Alors, parfois, ils viennent même accompagnés par le professionnel hein, dans nos locaux. Souvent, les demandes d'admission qu'on a, d'ailleurs, c'est plutôt les professionnels qui les font pour les parents, parce que ça facilite un peu les choses. Je crois que, pareil, sans surprise, on peut dire que 95% des parents qu'on a, ce sont des femmes. On a quelques couples. Voilà. Et on a quand même eu une fois un papa, cette année, en tout cas depuis les 7 mois là que je suis là. Donc, on les cite quand même toujours. Et puis ensuite, pourquoi est-ce qu'ils viennent principalement, les 2-3 motifs qui ressortent dans les demandes qu'on a, ça va être la question de l'hospitalisation du parent. Donc, souvent, c'est pour accouchement, mais ça peut être aussi des petites hospitalisations. Donc, ça, c'est pour des femmes qui n'ont pas de relais fiable pour garder leurs enfants. Et j'insiste sur le fiable parce que des fois, on a des femmes qui ont hein, du réseau culturel ou autre, mais des fois, ça peut être aussi des gens qui sont tout autant dans les mêmes difficultés qu'elles. Et donc, rajouter un enfant à un autre parent qui est déjà en galère, c'est un peu compliqué. Donc voilà, que les femmes puissent nous laisser leurs enfants quand elles doivent aller à l'hôpital se soigner ou parfois même pour des examens médicaux. Hein, et ça s'est aggravé avec la crise du Covid, hein, puisque maintenant, il n'y a plus d'enfants qui peuvent accompagner les parents à l'hôpital pendant un examen médical. Donc c'est vrai que ça pouvait compliquer l'accès aux soins de certaines personnes. Sur les démarches d'insertion aussi, on a des parents, quand ils ont les rendez-vous aux filles ou les formations, des rendez-vous préfecture ou qui doivent faire des démarches d'insertion pour les recherches d'emploi, etc., et qui n'ont pas de mode de garde pour les petits, ça aussi, ça peut être un gros frein dans leur parcours. Donc, on peut être sollicité à ce titre-là aussi.
Et enfin, des fois, le dernier motif qu'on a, et ça rebondira sur l'intervention qui était juste avant moi, c'est les besoins de répit, c'est-à-dire des parents qui ont trop de difficultés, qui n'arrivent plus à faire face à leurs problèmes. Et là, ça peut les impacter dans leur relation avec leur enfant, puisqu'ils vont être moins disponibles pour leur enfant. Et là, à ce moment-là, on a des professionnels, ça c'est plutôt en général les PMI ou les centres les unités mère-enfant qui nous sollicitent dans ce cadre-là. Voilà, de pouvoir accueillir l'enfant pour permettre aux parents de souffler et puis quand ils se retrouvent à la fin de la journée, qu'ils se retrouvent dans de meilleures conditions. Voilà. C'est à peu près les trois motifs. On a une question, parce qu'un des personnes qui nous écoute se demande du coup, par rapport à l'équipe, comment se compose l'équipe, parce que la personne n'est pas effectivement état de la tranche d'âge qui est effectivement importante, du coup, j'allais dire l'âge d'être enfant. Du coup, c'est quoi l'équipe rapidement, hein? Ouais. Alors, du coup, on essaye d'avoir des professionnels qui sont capables d'intervenir sur toutes ces tranches-là, toute cette tranche d'âge-là, pardon. Donc, on a 2 EJE, une auxiliaire de puère, donc ça, c'est vraiment les professionnels petite enfance. On a un éducateur aussi, un animateur de loisirs, une aide de vie et des accompagnants éducatifs et sociaux et 2 maîtresses de maison. J'espère que j'oublie personne. Et sur la nuit, on a des agents d'accueil de nuit et à temps très partiel aussi, une psychologue et une infirmière puère. Donc, à tout ça, on essaye de couvrir l'ensemble des besoins, sachant que, ça a été dit tout à l'heure, on accueille les enfants sur accord des parents. La plupart des enfants quand même qu'on accueille vont bien, et je pense que c'est important de le dire. Voilà, on peut avoir des enfants en situation de handicap, mais voilà, sinon pour autant on n'est pas sur des enfants qui ont des problèmes de comportement ou autres. Donc il y a quand même une polyvalence des professionnels quand on s'engage au relais. Voilà. Certes, on est EJE ou on est auxiliaire de puère, mais il faut aussi avoir un goût pour toute la jeunesse et l'enfance et l'adolescence. Et du coup, puisqu'on aborde la question de l'isolement, est-ce que c'est un facteur qui est commun aux parents que vous accompagnez et surtout, comment ça impacte ces familles et si je vais après, en tout cas une fois qu'elles sont en démarche chez vous, comment ça se travaille avec eux? Alors, l'isolement, je crois qu'à chaque entretien d'accueil, on en rencontre une facette de l'isolement. Qu'il soit familial, social, affectif, parfois matériel, parce qu'on a des parents aussi qui n'ont pas grand-chose ou qui ont besoin de tout. Donc c'est vrai que c'est compliqué et à être isolé, on peut vite se sentir débordé et plus être capable de se croire un bon parent, par exemple, comme ça a pu être dit avant, de ne pas pouvoir donner à son enfant ce qu'il faudrait ou ce qu'on pense que l'enfant aurait besoin. Alors, nous, ce qu'on essaye de faire, mais de manière très humble et à notre niveau, parce qu'on n'est pas la réponse à tout, malheureusement. En tout cas, on croit à l'importance de l'accueil pour ces familles. Moi, ça, je pense que c'est très important dans ces institutions-là, c'est comment on accueille les parents. Donc, souvent, pour rassurer le parent, on accueille avec le professionnel qui l'oriente. Ça, c'est aussi assez important pour eux. Je pense que c'est bien aussi d'être capable de parler de leurs difficultés, quelles qu'elles soient, et de les rassurer sur nos manières de travailler. Parfois, nous, on a pu rencontrer des gens qui étaient un peu loin ou des institutions, ou en tout cas qui pouvaient avoir des rapports aussi de méfiance envers les professionnels parce que peur d'être jugés, peur des fois qu'on leur retire leur enfant. Voilà, donc c'est important de leur rappeler comment on travaille dans un relais parental. C'est sur accord des parents et uniquement là-dessus. Et ça, j'insiste beaucoup dessus, moi. Je pense que ce qui est important aussi, c'est la place qu'on donne à ces parents-là dans les institutions. Ici, là, le relais parental de la Croix-Rouge au Blanc-Ménil, il a une tradition, en tout cas une forte volonté de laisser de la place aux parents. Donc, il y a eu des séjours qui ont été organisés avec des parents, où les parents avaient une place d'encadrant au même niveau que les salariés, finalement, qui partaient en séjour, des activités pour les parents, des groupes de parole. Et ça, je pense que c'est important parce que ça les maintient dans une dynamique qui est active et ça leur permet aussi de reprendre contrôle sur leur vie et de leur montrer qu'ils sont capables
capables de faire des choses. Donc ça, je pense que c'est positif. Le travail pluridisciplinaire, donc j'ai cité là tous les professionnels qui travaillent au relais et qui s'engagent tous les jours, et je les remercie encore pour leur engagement quotidien. Et puis enfin, c'est le travail de partenariat. Je pense qu'on a des parents qui sont isolés, avoir des liens avec les institutions extérieures, être capable de les orienter sur le bon partenaire, de travailler une orientation, de limiter les 50 efforts qu'ils doivent faire pour obtenir une aide, un papier, un document, tout ça. Donc, le réseau avec les SIAO, avec les PMI, les assistantes sociales de secteur, et puis avec les antennes Croix-Rouge, hein, nous, on y travaille, hein, parce que, je l'ai dit, on a des parents qui sont en grande précarité, des fois du matériel basique ou de l'aide alimentaire, ils n'ont pas ça, et donc pouvoir s'appuyer sur le réseau de bénévoles de la Croix-Rouge, c'est précieux aussi pour nous. Merci beaucoup, Lotfi. Je crois que il y avait une question qui demandait combien de places. Si je ne m'abuse, c'est 25 places, c'est ça? Oui. Les 4. Ouais, a priori, c'est ça, ouais, c'est 25 la journée et 20 la nuit, puisqu'on fait l'accueil jour et nuit aussi pour les enfants. En tout cas, merci. Et puis, comme tout à l'heure, je m'amusais avec les interventions médiatiques. Pour ceux qui ont envie de retrouver l'expérience du Relais 93, ils peuvent aller dans le replay de Zone Interdite d'M6 qui a été consacré justement à cette thématique. Merci beaucoup, Lotfi. On poursuit avec un témoignage sur un autre podcast. J'ai déjà pas du tout envie de quitter la maternité, c'est-à-dire qu'on reste 3 jours à la maternité et j'ai pas du tout envie de partir parce que moi là-bas je me sens super protégée, super encadrée, il y a toujours des gens pour m'indiquer quoi faire et comment faire. Donc encore une fois, moi j'ai pas du tout envie de partir, mais bon, il y a un moment donné, il faut rentrer chez soi. Donc quand on arrive à la maison, je suis un peu dans un état de panique, je sais pas trop ce que je vais faire quoi, ça me paraît fou. Ça me paraît fou en fait qu'on me laisse, m'occuper de ce bébé. Tout le monde me fait confiance autour et je trouve ça incongru. Alors, cette maman qui trouve incongru finalement d'être lâchée dans ce monde de la parentalité, c'est un témoignage qui nous apporte aujourd'hui de cet important travail à conduire avec les mamans sur les 4 mois, on va dire, in utero et les 3 ans de l'enfant. C'est ce que le gouvernement a systématisé dans la suite d'un rapport sur les 1000 premiers jours. Lorraine Tron, vous êtes coordinatrice du projet justement 1000 premiers jours au ministère de la Santé et des Solidarités. Vous êtes accompagnée de Laure Andrieux qui est chargée de mission soutien à la parentalité et gouvernance des familles à la DGCS. Vous avez mis en place justement une application 1000 premiers jours. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bonjour à toutes et à toutes. Donc Laure Andrieux, effectivement, merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis très attentivement les précédents témoignages et éclaircissements, et c'est très intéressant puisque ça vient alimenter concrètement l'application 1000 jours. Juste pour repréciser, Lorraine est chargée de communication sur le projet 1000 premiers jours. Pardon. Effectivement, voilà, le projet 1000 premiers jours est beaucoup plus vaste qu'une application 1000 jours. Effectivement, il est une émanation tout simplement du rapport des 1000 premiers jours qui a été remis à Adrien Taquet le 8 septembre à l'issue d'une première phase de travail avec une dizaine de membres de la commission des 1000 jours qui avait été installée par le président de la République. Et à l'issue de ce rapport, effectivement, 24 mesures avaient été retenues par Adrien Taquet autour de la question cruciale des 1000 premiers jours et qui résonne effectivement avec ce témoignage de cette maman qui met en effet en avant des ruptures, effectivement, dans l'accompagnement des parents, surtout sur cette période fondamentale qui est celle des 1000 premiers jours et qui voit l'être humain grandir le plus possible. C'est la période où le développement humain est incroyable et la plus concentrée, la plus intense de toute la vie d'un être humain. Et donc, c'est important de concentrer les moyens nécessaires. Donc, l'application 1000 jours aujourd'hui que nous proposons et qui est en ligne depuis le 1er juillet est une des mesures qui vient accompagner un ensemble de mesures à la fois humains, en
matière de santé, mais aussi en matière d'accompagnement des parents et qui aussi s'appuie aussi sur les usages en fait, des parents, parce que beaucoup de parents aujourd'hui viennent chercher de l'information via les outils numériques. Mais c'est une des modalités d'accompagnement et de structuration de la politique de soutien à la parentalité. Oui, c'est ce qu'on voulait aussi dans ce cheminement qu'on conduit, c'est effectivement comment les outils numériques sont aussi une façon de sortir les personnes de leur isolement ou d'avoir accès, comme vous l'avez rappelé, à de l'information, parce que c'est précieux. On va revenir sur le témoignage de Fabienne, qui, comme vous l'avez compris, est en dépression postpartum et qui, a priori, n'était pas chez la bonne personne. Et je ne sais pas pourquoi, elle me dit, la médecin, mais c'est normal que les bébés pleurent, c'est leur seul moyen de s'exprimer. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi elle me parle de ça, parce que moi, j'ai pas un bébé qui pleure en fait. Enfin, j'ai un bébé qui pleure très peu, elle est ultra calme et j'ai pas de problème à gérer les pleurs de mon bébé, ça n'a rien à voir. C'est un problème entre moi et moi, donc je sais pas de quoi elle me parle, quoi, et elle est à côté de la plaque complet. Mais n'empêche que ce petit déclic du fait de m'avoir amené chez un soignant, une soignante en l'occurrence, me permet de percevoir que j'ai besoin d'aide quand même. Mais par contre, on n'est pas chez la bonne soignante, clairement. Donc, je prends conscience de ça à ce moment-là, et donc je commence à réclamer à corps et à cri ma sage-femme. Et là, je change de disque et je répète en boucle, je veux ma sage-femme, je veux ma sage-femme, je veux ma sage-femme. Je répète à ça, à cette toubib qui continue à me donner ses conseils moisis là. Donc, bien sûr, ça n'engage que Fabienne pour les conseils moisis. Justement, pour éviter les conseils moisis, allez, je suis parti sur ce mauvais humour. Justement, en quoi ou comment l'application justement des 1000 premiers jours, elle va permettre justement aux parents d'aller vers le bon professionnel, en tout cas, j'allais dire un professionnel qui connaît ces problématiques d'être parent de jeunes enfants sur les 1000 premiers jours. Et puis, comment ça va participer justement aussi à coordonner les acteurs de la santé qui gravitent autour des parents? Alors, pour rebondir sur ces mots qui sont assez éclairants et peut-être bruts, mais tout à fait fidèles peut-être des fois à l'expérience ressentie par les parents, ce qui est important surtout, c'est de resituer aussi la place de l'application et comment elle a été conçue. En fait, l'idée, c'est pas seulement de proposer un outil numérique aux parents, c'est fondamentalement sur la base des différentes études qui ont été menées à la fois dans le rapport des 1000 jours, mais dans le cadre de la politique publique de la petite enfance et du soutien à la parentalité, on a mis en avant et on est capable aujourd'hui de prouver une difficulté des parents d'accéder à l'information fiable, à des ressources, aux derniers messages de santé publique et de comprendre effectivement le développement des enfants. Alors, il y a des parents, parce qu'ils sont au contact de leurs enfants, les développent petit à petit, mais effectivement, les neurosciences aujourd'hui nous permettent d'avoir les dernières connaissances scientifiques en matière de neurosciences, permet aujourd'hui d'avoir un très bel éclairage aujourd'hui sur le développement des enfants. Et cette matière, cette information aujourd'hui n'est pas mise à disposition des parents. Et l'application aujourd'hui est un reflet, en fait, une volonté de répondre à cet enjeu, puisque les parents s'appuient énormément sur Internet pour essayer de chercher des clés de compréhension sur ce que eux, ils vivaient en tant que parents, mais aussi sur le développement de leur enfant. Et l'application aujourd'hui s'est structurée autour du besoin des parents. Alors, elle répond bien sûr à des enjeux de santé publique en matière de santé des enfants, mais l'idée aussi, vraiment, c'est que ce soit un outil réellement utile au quotidien des parents. C'est pour ça qu'on l'a construit sur toute une phase d'investigation sur le retour d'expérience des parents, ce que vivaient ces parents pendant toute cette période. Et l'idée, c'était vraiment de donner une lisibilité un petit peu sur tout ce parcours 1000 jours. Ce parcours 1000 jours, généralement, qui débute, entre guillemets, du 4e mois de grossesse, qui va jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Mais l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin parce qu'on parle déjà du projet de parentalité jusqu'aux 3 ans de l'enfant, l'âge à laquelle l'enfant est aujourd'hui scolarisé. Et l'idée, c'était vraiment aux parents de pouvoir, à chaque moment, recevoir la bonne information au bon moment. Et sur cette base-là, nous, on est parti sur le parcours du parent, le cheminement, la structuration, comment le parent circule dans ce parcours, qui il rencontre,
rencontrent, quels sont les professionnels qu'ils rencontrent et quel est le discours qui leur est transmis. Et autour de ça, on a construit une application qui est divisée autour de 8 étapes. Donc, le projet de parentalité, la conception, la conception, les premiers mois de vie de l'enfant, de 0 à 3 mois, c'est souvent les moments très cruciaux. Et puis, de la première année et de la deuxième année. Et on a intégré aujourd'hui des articles basés sur les dernières connaissances scientifiques. Les parents remplissent un profil et qui leur permet aujourd'hui d'arriver à une information calibrée, basée sur les dernières connaissances scientifiques, mais centralisée, qui leur permettent aujourd'hui de limiter le temps perdu sur des sites Internet. C'est pour ça que c'est assez important parce que ça permet aux parents finalement de se dire ce que je vis, c'est normal. De normaliser aussi quelque chose, de normaliser une expérience, de permettre aux parents de se dire ce n'est pas exceptionnel finalement, il y a d'autres parents qui le vivent. Et ça, je mets en résonance ce que disait Madame Roskam sur le fait qu'effectivement on est dans une société très individualiste où on a perdu finalement ce lien, cet entourage qui nous permet aussi de transmettre du savoir. Et donc aujourd'hui, on s'appuie à la fois sur des outils numériques. Et l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de se dire cette problématique, elle est normale et voilà comment j'y ai accès. L'application s'agrémente aussi d'une cartographie. L'idée aujourd'hui, c'était vraiment de se dire on a besoin réellement de vivre les 1000 jours, mais de trouver les professionnels qui viennent nous aider. On veut participer à cette idée, à ce proverbe qui vient de l'Afrique et qui dit qu'effectivement, pour élever son enfant, on a besoin d'un village. Aujourd'hui, il existe effectivement autour d'un professionnel de santé, il existe des associations qui sont là, il existe, tout comme le mettait en avant le Lotfi, notamment sur les relais parentaux. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place sur le territoire. Il existe une richesse en termes de structuration de services aux familles, notamment en France. Et l'idée, c'était de le rendre visible aux parents et leur permettre, autour des 10 km autour de chez eux, de comprendre quelle était l'offre de service, de savoir comment y accéder. Donc aujourd'hui, l'application embarque cette cartographie qui permet réellement d'accéder effectivement à ces ressources. Et l'idée, c'est qu'elle s'agrémente au fur et à mesure. Concernant la dépression postpartum, c'est un enjeu fondamental. Aujourd'hui, c'est un enjeu dont les parents parlent de plus en plus et aujourd'hui dont l'État veut se saisir et mettre les moyens. À côté de l'application, parce que l'application ne fait pas tout, il va y avoir des moyens supplémentaires qui vont être mis en œuvre par l'État pour renforcer l'accompagnement des parents, à la fois en postnatal, mais aussi en prénatal, pour faire en sorte de dépister plus facilement les parents qui sont susceptibles de développer un postpartum. Mais il faut le savoir, de nombreux parents le font. Et il existe aujourd'hui des ressources et des aides pour le faire. C'est pour ça que nous, on a vraiment voulu concentrer au sein de l'application. On a voulu faire de l'outil un outil de médiation, de contact, d'échange, pour briser l'isolement, pour permettre aux parents d'être mis en contact avec les ressources qui existent déjà. Et on s'est lié de partenariat avec une association qui est spécialiste sur ce domaine-là, qui est Maman Blues, qui a l'habitude d'accompagner les parents en difficulté maternelle, paternelle. Et donc, l'idée, c'était vraiment de se dire, je me pose des questions parce qu'il existe aujourd'hui des outils de dépistage de la dépression postpartum. Et donc, l'idée, c'était de le mettre au service des parents, mais avec un accompagnement parce que c'est des outils médicaux. Et l'idée, c'était que quand on atteint, effectivement, on se rend compte qu'on est dans une phase de dépression postpartum, on puisse être mis en contact, échanger dans un premier temps avec un professionnel et être directement mis en contact avec ceux qui ont cette spécialité, avec des groupes de parole parents qui permettent aussi de sortir de cet isolement et puis de participer à des forums pour échanger sur ces difficultés. Il existe aussi des unités qui sont mises en place, par exemple enfants-parents, qui permettent finalement de traiter aussi cette question de la dépression postpartum et d'avoir un focal et des traitements vraiment spécifiques pour accompagner les parents qui seraient réellement en difficulté. Donc vraiment, l'idée, c'était d'avoir un outil vraiment serviciel qui puisse accompagner les parents au quotidien et faire en sorte que les parents ne se sentent moins seuls dans cette aventure, tout en disposant des informations les plus fiabilisées autour des 1000 premiers jours. Alors, j'ai une question territoire. Est-ce que ça fonctionne uniquement France métropolitaine ou est-ce que ça va concerner aussi l'outre-mer? Comme je ne sais pas répondre, du coup, je vous pose la question. Alors oui, effectivement, bien sûr. Alors aujourd'hui, on est sur une première version de l'application. On est en contact avec l'ensemble des directions, notamment la direction aujourd'hui de l'outre-mer. L'idée vraiment, c'est pas de proposer juste un service pour la France métropolitaine, mais à tous les territoires. Et effectivement, les territoires outre-mer et départements outre-mer ont parfois des spécificités. Donc il y a beaucoup d'éléments dans l'application qui va leur permettre tout simplement d'avoir les informations fiabilisées parce qu'elles sont communes à l'ensemble des parents. Mais on va avoir un focus à moyen et long terme sur des problématiques outre-mer qui permettent aux parents
dans ces territoires très spécifiques et qui rencontrent aussi des enjeux de parentalité qui leur sont propres, mais aussi en termes de santé des enfants, qui va permettre aussi d'avoir cette spécificité. À terme, dans l'application, c'est aussi de développer des parcours aussi très spécifiques en fonction des profils des parents et des enfants. Aujourd'hui, on a des parents en situation de handicap, on a des enfants qui sont nés prématurément, on a des parents qui sont… il y a des parents de jumeaux. Des fois, ces problématiques nécessitent des traitements, de l'information spécifique. Et l'idée à terme aujourd'hui, c'est de mettre à disposition une information socle sur tous ces sujets-là pour permettre aux parents finalement de rebondir en fait sur cet outil et de lier et échanger de façon plus approfondie avec les professionnels de santé. Cet outil, elle a aussi, de façon détournée, un objectif parallèle, c'est aussi de permettre aux professionnels de santé de prendre conscience aussi de tous les acteurs autour de chez eux, en fait, aussi de se mettre en réseau, en connexion, parce qu'effectivement, souvent, en France, on a tendance à travailler en silo. Les professionnels sur leur spécialité de travail n'ont pas connaissance finalement des professionnels qui leur sont complémentaires, qui peuvent apporter une aide. Et l'idée via cette cartographie aussi, c'est de permettre à ces professionnels de se dire comment je peux réorienter mon patient vers une structure qui pourra les accompagner de façon plus approfondie. Quelles sont les structures de soutien à la parentalité vers lesquelles je peux renvoyer finalement les parents. L'idée aussi, c'est vraiment de décloisonner, de permettre à la fois aux professionnels et aux parents d'avoir une idée, en fait, mais une idée assez claire et visible sur l'ensemble des ressources à disposition en matière de soutien à la parentalité, mais sur la question des 1000 premiers jours. En tout cas, merci beaucoup. Et surtout, vous rappelez en tout cas un élément sur lequel on aime nous aussi insister, c'est-à-dire qu'un des enjeux effectivement du numérique, c'est aussi de permettre l'accès à l'information, mais aussi de permettre la connexion justement avec l'ensemble des dispositifs de soutien et des professionnels qui sont à disposition. Je pense que c'est toujours important de le rappeler. On va faire un petit crochet puisqu'on parle de numérique. Alors, juste Thierry, pour vous donner juste un exemple que je souhaiterais vraiment mettre en avant parce que je trouve que c'est assez fondamental. Aujourd'hui, l'application est en ligne depuis 2 mois et avec notre association Maman Blues, il y a à peu près 1800 parents qui ont fait le test de l'application postpartum, enfin le test de la dépression postpartum. Sur les 1000 parents, il y en a 31 qui ont demandé à être en contact avec l'association Maman Blues vers lesquels on a donné une première orientation et sur les 30, il y en a 6, ça peut paraître peu, mais 6 ont été prises en charge. Et ça, sur une application, pour moi, c'est fondamental parce que je trouve que rien qu'en proposant une orientation à une maman, ça m'aurait suffi dans la mesure, même si on a mis beaucoup de moyens, mais ça démontre vraiment la force peut-être du numérique sur ces points-là qui permettent vraiment de briser l'isolement et de permettre à des parents de demander de l'aide, en fait, d'aller vers des ressources humaines, concrètes et d'avoir une prise en charge en termes de dépression postpartum. L'idée, c'est vraiment de monter en puissance, mais ces 6 premières femmes qui ont demandé de l'aide, et à terme, c'est aussi d'aider les pères aussi, mais c'est vraiment, nous, c'est un résultat déjà formidable dans le sens où, effectivement, on comprend que l'outil qu'on met en place peut avoir un impact concret dans la vie des parents. Voilà, c'était juste une petite aparté qui me paraissait fondamentale. Merci beaucoup. Et en plus, j'allais dire, très concrète, on fait notre petite page, j'allais dire comme les émissions, notre petite page de publicité puisqu'on parle du numérique aussi. Je laisse la parole à Perrine pour nous parler justement de notre site Mes Infos Bébés qui permet aussi de travailler, en tout cas pour nous, de donner accès à l'expertise petite enfance de la Croix-Rouge française. Merci beaucoup Thierry. Et en guise d'introduction, je vous propose qu'on regarde une petite vidéo qui permet très rapidement de résumer le projet depuis ses prémices. Dès la naissance de l'enfant, les parents se questionnent perpétuellement. Pourquoi mon bébé pleure-t-il? Comment le nourrir? Comment l'endormir? Comment m'organiser? La Croix-Rouge française a alors créé Mes Infos Bébés, un site internet pour accompagner tous les parents pendant les 1000 premiers jours de leurs enfants, si décisifs pour leur développement. Mes Infos Bébés propose des contenus produits par les professionnels pour tous les parents d'enfants de 0 à 3 ans. Place à l'image, des infographies, vidéos et podcasts de professionnels qui répondent à toutes les questions du quotidien. Et pour un conseil en un clic, une foire aux questions est aussi accessible. Rendez-vous sur mesinfobébés.croix-rouge.fr.
Voilà, donc en guise d'introduction, cette petite vidéo qui permet de rappeler en quoi consiste l'outil. Voilà, j'ai la tâche de pré-finir, parce qu'après on aura une dernière intervention avant la conclusion. Ah, on me fait signe de parler plus proche du micro. Ok. Donc je parle plus proche du micro. C'est mieux comme ça? Oui. Du coup, voilà, simplement peut-être revenir sur le pourquoi ce site Mes Infos Bébés. On est parti en fait d'un constat assez simple, qui est celui d'abord de l'accueil en collectivité. Aujourd'hui en France, il y a 40% des parents de France qui soit ont choisi, soit n'ont pas eu la possibilité d'avoir une place en structure d'accueil collective. Et donc pour ces 40%-là, ce sont des parents qui sont en dehors de l'expertise, qui n'ont pas forcément accès à l'expertise petite enfance et qui, de ce fait, ne peuvent pas, comme ceux qui sont accueillis en crèche par exemple, avoir accès à des auxiliaires de puériculture, avoir accès à des éducatrices de jeunes enfants, des employés de crèche, etc. Donc, en dehors des rendez-vous pédiatriques qui jalonnent la vie de l'enfant, ils n'ont pas vraiment de lien permanent avec des professionnels petite enfance. Donc ça, c'est le premier constat qu'on a tiré. Le second, c'est qu'on a été faire un tour sur l'ensemble des sites qui existent. Alors, c'est sans compter évidemment celui l'application dont on vient d'entendre parler. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de culture de l'écrit et que pour tous les parents qui ont un accès difficile à la langue française, il est vrai que de s'informer sur tout ce qui est relatif à la petite enfance semble assez complexe. Donc, il y a énormément de contenu, mais pas forcément adapté à tous les parents qui ne parlent pas ou qui ne lisent pas forcément bien le français. Et enfin, le dernier constat qu'on a pu tirer, c'est que les contenus qui existent aujourd'hui sur le net sont extrêmement féminisés, en tout cas les contenus qui reçoivent le plus d'audience. Et donc, à partir de là, on s'est demandé comment nous, la Croix-Rouge, avec nos acteurs qui composent notre réseau d'établissements d'accueil du jeune enfant, donc encore une fois, éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires puères, employés de crèche, comment ces personnes-là, qui ont une réelle expertise, peuvent apporter leur savoir-faire au-delà des murs de la Croix-Rouge. Parce que alors voilà, on en profite aussi pour le rappeler, partout où vous avez besoin de nous, voilà, c'est ainsi que la Croix-Rouge se définit, ça veut dire qu'on va agir au sein de nos structures, mais aussi au-delà. Et donc, en conclusion, pour mettre en lien ces deux mondes, à la fois les parents qui n'ont pas accès à l'expertise et à la fois notre réseau d'experts petite enfance, on a souhaité créer un site internet, mesinfobébés.croix-rouge.fr, dans lequel ce sont uniquement les professionnels petite enfance de notre réseau qui vont créer des contenus avec une particularité certaine, c'est que ces contenus sont exclusivement imagés. Donc, on a de l'image, de l'infographie, de la vidéo. On en a vu une tout à l'heure, on reprenait les propos d'Isabelle Roskam sur les balances et les ressources dans l'épuisement parental. C'est une petite vidéo qu'on a créée justement pour mettre en image des principes sur des éléments clés sur l'accompagnement à la parentalité. Ce site internet, donc exclusivement créé par les professionnels petite enfance, va bientôt avoir une nouveauté, puisque à partir du 20 septembre prochain, on va avoir la possibilité, les parents vont avoir la possibilité de poser leurs questions en direct sur un chat et auront une réponse de nos professionnels petite enfance dans les heures qui suivent. Voilà, donc pour nous, c'est encore une solution en plus pour sortir de l'isolement qui évidemment s'imbrique parfaitement avec toutes les solutions qu'on a entendues au préalable. On travaille main dans la main évidemment avec toutes les autres applications. C'est aussi une possibilité pour à la fois les parents de se renseigner auprès de professionnels petite enfance, mais aussi éventuellement d'autres professionnels qui côtoient des parents au quotidien, dont ce n'est pas le cœur de métier, et qui vont pouvoir, grâce à ce chat, poser des questions qui sont relatives à l'expertise petite enfance. Donc, si on revient à la question de l'isolement, moi, il me semble que l'outil numérique, puisque c'était la question qui m'était posée en prémisse par Thierry, l'outil numérique n'est pas une solution clé, mais participe activement à sortir les parents de l'isolement dans la mesure où, évidemment, si un parent est en situation d'épuisement parental, il va pouvoir, via ce chat ou via l'application, se signaler et va être orienté. Voilà, tout à l'heure, vous parliez de Maman Blues ou d'autres associations, être orienté, pour le coup, vers des acteurs en réalité au-delà du numérique. Mais donc, c'est une entrée en matière. Voilà, je pense que j'en ai fini pour mes infos bébés. Il y a quelques questions, il me semble. Que faites-vous du soutien
des assistantes maternelles, elles peuvent trouver l'information. L'information est ouverte à tout le monde. L'enjeu aussi du site, c'est qu'il soit accessible à qui souhaite avoir accès à l'information. Il n'est pas serré en fonction d'une clé d'entrée. Et l'enjeu de mes infobébés n'est pas d'être, pour l'instant en tout cas, d'être un enjeu de formation des assistantes maternelles, mais elles pourront aussi l'utiliser. On invite aussi d'ailleurs nos propres professionnels à inviter les parents sur les questions en particulier qui sont traitées dans l'application, à pouvoir aussi avoir cette référence. Ça permet aussi de pouvoir aborder les sujets de différentes façons et avec différents outils. Donc, je suis désolé parce que du coup, je me fais aussi un petit peu le gardien du temps, puisque je vois que nous avançons gentiment vers le temps de conclusion. On va donner cette conclusion à Isabelle Casso-Vicarini, qui est la fondatrice et la présidente d'Ensemble pour l'éducation. Elle a participé à un rapport dont nous avons déjà parlé à différents moments sur les 1000 premiers jours. Ces 1000 premiers jours, nous sommes tous concernés. Je vous invite à lire le rapport dont voici le lien en bas que vous pouvez télécharger et sur lequel vous avez l'ensemble des éléments. J'y ferai référence en fonction des pages. Cette commission des 1000 jours a remis ce rapport l'année dernière, donc il y a un an, au président de la République. Un certain nombre d'actions ont déjà commencé à être mises en place pour briser l'isolement des familles et travailler sur les congés de naissance et plus de prévention dès la périnatalité. Alors d'abord, que sont les 1000 jours? C'est une période de grande vulnérabilité et de promesses qui est constituée des 270 jours à peu près pendant la période de grossesse, la première année et la deuxième année de l'enfant. C'est une période pendant laquelle le corps se développe à un rythme exponentiel et c'est une période qui est marquée par une grande plasticité du cerveau humain, mais aussi à tous ces changements épigénétiques, c'est-à-dire l'impact de l'environnement sur le développement de l'enfant, c'est-à-dire que toutes les expériences que vivent nos enfants quotidiennement vont avoir un impact sur leur développement et ce, tout au long de la vie. Donc, lutter contre l'isolement parental dès les 1000 premiers jours est absolument fondamental pour permettre à nos enfants de bien se développer et de constituer une meilleure société demain. Voici une petite vidéo qui va permettre d'illustrer mes propos. Ces 1000 premiers jours, nous sommes tous concernés. Au même titre qu'une saine alimentation, la gestion du stress joue un rôle important. La future maman peut poursuivre ses activités habituelles. Par contre, si elle vit un niveau de stress très intense, élevé et continu, cela peut influencer la santé du bébé et son développement. Le placenta sert de barrière qui protège le bébé contre des substances nuisibles. Mais lors d'un moment de stress très intense, certaines hormones sont sécrétées et peuvent franchir le placenta, affectant le bébé. Hélène prend du temps pour se détendre en lisant. Pratiquer les activités qu'on aime est tout aussi important qu'une bonne alimentation et un bon sommeil. Pour la future maman, prendre soin du bébé commence donc par prendre soin d'elle-même. Voilà, ce sont des vidéos, il y a 50 épisodes dans une série qui est utilisée également par l'équipe de la Croix-Rouge qui s'appelle 10 mois et que vous trouvez gratuitement sur YouTube, sur notre chaîne Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Alors, 4 enseignements préliminaires, notamment en neurosciences, pour aborder ces questions de compétences parentales. La première, c'est que les compétences sociales, c'est-à-dire
Ces liens qui se tissent dès les débuts de la vie, même avant la naissance, sont le socle du développement global, que la co-régulation physiologique et émotionnelle entre bébés et parents va poser cette première pierre, cette base du développement harmonieux qui sera bénéfique autant pour les parents que pour les enfants. On parle aussi de jeux libres, des expérimentations qui sont la base solide des apprentissages pour le tout petit, et enfin de l'impact du milieu sur le développement, la qualité du sommeil, l'allaitement, l'éloignement des toxiques du quotidien, comme le stress, nous invite à équilibrer ces facteurs de risque avec les facteurs de protection dans la vie de tous les jours. 4 idées majeures dans ce rapport et dans nos vies quotidiennes. Renforcer la confiance et le rôle des parents, travailler en interdisciplinarité pour partager des données scientifiques à jour et se parler le même langage autour du développement de l'enfant, travailler en prévention, mesurer les impacts des actions qui sont vraiment importantes et qui donnent des bons résultats en matière d'accompagnement de la parentalité, et former bien entendu en continu et valoriser les métiers et les professionnels autour du soutien parental. Alors, 6 constats que l'on fait et qui sont inclus dans ce rapport. Pendant cette période de confinement et de crise sanitaire, 98% d'augmentation des appels au 119, c'est dire combien les parents ont été démunis pendant cette année très difficile. L'UNAF nous disait déjà en 2018 que 3 parents sur 5 se déclaraient en difficulté avec leurs enfants et près de 7 parents sur 10 estiment normal d'avoir recours à un soutien. Devenir parent, oui, ça prend du temps et ça s'apprend également. Que la dépression postpartum touche finalement 12 à 15% des femmes en France, ce qui est très important, un chiffre à retenir, et 30% des futures mères qui disent mériter une attention privilégiée et qui ne l'ont pas. Ça, vous le trouverez en page 34 du rapport. Enfin, les violences éducatives ordinaires qui touchent un enfant tous les 2 jours, qui meurt de maltraitance, et les violences conjugales, une femme sur 10 en est victime en France, sont des facteurs de risque supplémentaires à la situation déjà complexe vécue. En tout cas, un enseignement majeur par rapport à l'ensemble de ces constats, c'est qu'intervenir tôt, c'est la clé contre l'isolement. Alors, 5 étapes de ce parcours éclairé qui est décrit dans le rapport des 1000 jours. Une consultation préconceptionnelle serait vraiment très importante pour identifier les facteurs de risque des familles. Des sessions dès le 4e mois de grossesse pour accompagner ces nouveaux parents, ces futurs parents dans cette maternité et la naissance et la suite du parcours de l'enfant. Des séances de préparation à l'accouchement avec des connaissances sur le développement de l'enfant sans cesse mises à jour. À la naissance, étoffée avec 14 visites et des données bien précises qui sont relayées dans le carnet de santé, et la mise en place de visites à domicile à chaque fois que c'est nécessaire. Vous trouverez ça en page 55 du rapport. Les 4 objectifs qui sont visés, c'est entrer dans une relation de confiance avec un professionnel référent du parcours, pour dépister les fragilités si elles se présentent, parler un langage commun et compréhensible de tous pour identifier ces difficultés et s'inscrire dans la continuité de soins et d'attention tout au long du parcours de l'enfant. L'isolement des parents, l'épuisement parental, ce n'est pas un leurre, c'est une réalité que vivent beaucoup de parents à l'international dans la plupart des pays et bientôt, on espère mettre en place des groupes de parents justement dans les maisons des 1000 jours. C'est ce dont j'avais très envie de vous parler. C'est décrit en page 62 et suivante du rapport. Ce sont ces maisons qu'on commence à installer et qui vont pouvoir accueillir des groupes de 10 parents et 10 bébés dès la sortie de la maternité pour se réunir entre pairs dans un univers chaleureux avec un facilitateur
qui va pouvoir accompagner le parcours des parents et si la difficulté se présente, à ce moment-là, adresser le parent au service qui va pouvoir apporter des soulagements, des solutions suivant les difficultés qui émergent. Former les professionnels à reconnaître les signes de burn-out parental, ça aussi c'est une véritable question qui va nous permettre d'identifier et d'accompagner ces parents dans les meilleures conditions. Améliorer le diagnostic des dépressions périnatales, puisque ça représente 10 à 15% de la population générale. Et là, il y a 2 enquêtes importantes que vous pouvez lire en pages 75 et 76 du rapport qui permettent de bien repérer les situations de difficulté et notamment les violences conjugales, puisque 60% dans ces cas-là des enfants présentent des troubles de stress post-traumatique et s'ajoutent des facteurs de risque comme le handicap des parents et la grande précarité. En conclusion, vous dire que cette difficulté, elle a besoin d'être identifiée et que quand d'autres facteurs de risque s'accumulent, eh bien, on vient creuser les écarts. Donc, notre rôle en tant que professionnel et accompagnant, c'est de mettre dans cette balance les facteurs de risque et les facteurs de protection et ajouter ces facteurs de protection, notamment tisser de la confiance, des relations de confiance avec les parents, est une première pierre que nous avons vue qui permet cet édifice pour agir de façon intégrée et continue et surtout au plus tôt sur le parcours de l'enfant à naître et le bébé. Un petit mot de notre association. Nous avons une approche engagée pour agir tôt, une approche très holistique de la petite enfance, de la période prénatale jusqu'aux 6 ans de l'enfant, et toujours en équilibre sur nos 2 jambes avec des plaidoyers internationaux auprès des pays pour mettre vraiment ce sujet sur le haut de l'agenda politique et en même temps des actions de terrain importantes à l'échelle des villes pour accompagner l'ensemble des professionnels de la périnatalité jusqu'à l'école. Un grand merci à la Croix-Rouge, un grand merci à vous tous, à tous les participants et bonne continuité. À bientôt. Merci vraiment à Nathalie de nous avoir représenté dans ce qui sera finalement pour nous ce temps de conclusion. Je suis désolé puisque effectivement, comme malheureusement souvent, on a un petit peu grignoté le temps. J'ai vu quand même que sur le fil de conversation, et on va répondre, normalement, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Merci du coup pour les échanges que vous avez mis. Et en tout cas, côté Croix-Rouge, pour répondre à Françoise, on n'oublie pas aussi la place des papas tout au long de l'accompagnement de ce parcours. Je remercie du coup nos partenaires que sont Louis Média, comme vous l'avez pu les entendre sur les podcasts, vous avez vu sur le fil de conversation, on vous les a mis pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Merci aussi à notre partenaire sur l'ensemble du cycle qui est Nestlé et particulièrement aujourd'hui. Merci à l'ensemble des intervenants et des invités qui nous ont permis de rendre vivant tout ce contenu. Pour des questions, je pense, vous l'avez tous compris, où nous ne sommes que sur des moments d'étape et où il nous reste tous ensemble à construire. Comme je disais à Isabelle Rosquin, nous allons effectivement continuer à écouter, à lire ces études justement pour pouvoir les transformer en termes de réponses, en tout cas à l'assurer aussi que nous-mêmes, on est très sensibles à ce dialogue entre la recherche et les actions de terrain. En tout cas, on va, pour la Croix-Rouge française, continuer à s'engager sur cette question pour effectivement permettre de lutter contre l'isolement des parents et aussi de travailler à une meilleure diffusion de l'information autour de la question du burn-out parental.
On se retrouve donc le 6 octobre sur la question du handicap, en tout cas comment on va aborder la question de comment aborder cette question de parentalité et handicap. On continuera, si vous avez quelques questions qu'on a loupées ou si vous avez quelques informations à nous donner sur le fil de conversation à réponse, s'il y a besoin d'envoyer des informations aussi à nos invités, nous le ferons. Merci beaucoup et donc je vous dis au 6 octobre.